Nous allons désormais parler d'environnement. Et j'appelle pour ça Hubert de Jean de la Bâtie, vice-président de la région Normandie, maire de Sainte-Adresse, qui, aux côtés d'Hervé Morin, a su et anticiper la création du GIEC normand. Donc je vous demande s'il vous plaît d'accueillir le coprésident Benoît Léniel. On ne peut pas parler d'environnement sans énergie, sans agriculture. Et nous avons la chance d'avoir Sébastien Winsor, président des chambres d'agriculture au niveau national avec nous. Et enfin, la parole d'un élu local concerné par tous les défis à venir. Je vous demande d'accueillir Jean-François Bloch, maire de Quiberville et conseiller régional de Normandie pour cette troisième table ronde. Oui, le plus grand pêcheur de bouquets de tout l'Ouest, on est d'accord. Non, parce que... Oui, non, mais si, c'est très bien de le dire, parce que l'environnement, comme l'écologie, on a tendance à considérer que c'est grave, que c'est pénible, que c'est chiant, alors qu'en fait, c'est aimer notre région. Nous aimons les paysages de la Normandie et on se bat pour les conserver, première chose. Et deuxièmement, nous adorons les productions de Normandie, dont la pomme. Pour ce qui me concerne, ce sera en tarte fine, s'il vous plaît, avec une cuillerée de crème fraîche et éventuellement un petit jet de calvados sur le dessus. Voilà. C'est ça, la Normandie. C'est pour ça qu'on est amoureux de notre région. Bon, ben voilà, j'ai fait ma déclaration de politique générale. Allez, on passe tout de suite aux interventions. Rapidement, cet été qu'on vient de vivre, j'ai eu l'impression qu'il était un peu moins chaud que l'été dernier et qu'il a été pluvieux et je crains que ce ne soit pas fini. Donc là-dessus, je te passe la parole. Qu'est-ce que tu nous annonces ? Alors, effectivement... Alors, ce n'est pas Monsieur Météo. Voilà, exactement. Voilà. C'est un expert national, mesdames, messieurs, parce que tu viens d'avoir une promotion. Ouais. Alors, il est au GIEC international, mais il vient aussi d'être nommé... comme référent national. Oui, donc on te félicite, une casquette de plus. J'ai été nommé haut fonctionnaire au développement durable du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et en charge de la coordination de l'animation de la transition écologique dans toutes les universités, toutes les écoles. Voilà. Le GIEC normand SM. Voilà. Merci. Voilà. Alors, oui, comme tu l'as dit, je ne suis pas météorologue, mais plutôt climatologue. Et puis le changement climatique, il ne faut pas le regarder sur une année, c'est sur de nombreuses années. Et effectivement, ce n'est pas linéaire. Il y a des moments, la température augmente, et puis voilà, la courbe, elle fait ça. Alors, effectivement, si vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire que l'année a été particulièrement pluvieuse, mais la situation, la preuve, oui, la situation de la Normandie et du nord-ouest de la France est très particulière par rapport à la situation globale de la France. Voilà. C'est-à-dire que si on regarde dans le détail, c'est surtout la période la plus pluvieuse, ça a été vraiment le printemps. Alors, totalement hors norme pour la Normandie. Donc ça, c'est quelque chose de particulier. Dans nos projections, on ne va pas vraiment vers ça à l'avenir. Mais il peut toujours y avoir une année davantage pluvieuse. L'hiver a été aussi pluvieux. Voilà. Et l'automne aussi. Donc c'est pour ça que sur l'année, effectivement, et comme je disais, mais par contre, ça n'a pas été le cas pour le reste de la France. Par contre, si vous regardez les températures, alors quand il pleut, on a toujours l'impression qu'il fait davantage plus froid, mais ce n'est pas vrai. Quand vous regardez l'ensemble des températures, la température a continué à augmenter. L'hiver a été doux, et aussi la différence par rapport aux autres régions françaises, bien évidemment, c'est l'été, où on n'a pas eu de vague de chaleur. Alors qu'il y a eu des vagues de chaleur partout ailleurs. Partout ailleurs. Le sud de la France, c'est plus de 30 tout l'été. Donc ça, c'est une situation un peu particulière. Et dans nos projections, alors finalement, on a un petit peu de répit en Normandie, mais il faut comprendre que dans les projections, les vagues de chaleur, on va les avoir. Mais par contre, l'hiver, ça, c'est ce qu'on va avoir. On aura des hivers doux et des hivers pluvieux. C'est c'est nos projections. Voilà. Pour repositionner le contexte de cette année. Voilà. Et donc, ça nous invite, bien évidemment, à étudier les effets de ce changement climatique sur un certain nombre d'activités, et notamment en Normandie, sur
la situation du trait de côte. Alors, je sais que ce n'est pas toi qui t'en occupe habituellement, on va en parler avec Jean-François tout à l'heure, mais vous observez des modifications importantes, substantielles, qu'on voit beaucoup plus en bord de mer qu'à l'intérieur des terres. On verra après l'implication sur l'agriculture, bien évidemment, avec le président de la Chambre. Mais alors bien évidemment, hein, sur les impacts sur notre territoire. Sur le territoire, hein, sur le littoral, bien évidemment, c'est à la fois le recul du trait de côte hein, qui va s'accélérer hein, sur l'effet combiné des tempêtes et de l'élévation du niveau marin, et c'est les inondations. Voilà. Alors, ce n'est pas simplement le trait de côte, hein, c'est aussi toutes les vallées, hein, la Seine, et puis je dirais aussi ne pas oublier l'intérieur des terres, hein, parce que dans nos projections à l'intérieur des terres, ce n'est pas des problèmes d'inondation, mais c'est des problèmes de vagues de chaleur. Hein, donc. Très bien. Et ça implique, on le sait, tous les aspects de la Normandie, puisque on va parler dans un instant de l'impact sur l'agriculture, mais c'est un impact sur l'industrie, sur l'habitat, puisque, regardez, chers amis, un mot qui n'existait absolument pas dans notre région il y a quelque temps, le confort d'été. En gros, traduisez la clim. La clim, c'était un truc, en Normandie, on n'avait pas, ça n'existait pas, on n'en mettait pas. Et là, il y a, quand on discute avec les installateurs dans le cadre de la rénovation des bâtiments, ils nous disent, tout le monde nous demande de mettre maintenant des clims réversibles, ce qui est un poison assez violent pour l'environnement d'ailleurs. Ouais. Oui, non mais, attends, c'est alors, ouvrir les fenêtres. Je dirais, tout dépend comment on fait l'électricité. Il y a des engagements forts de la région sur le nucléaire, sur l'éolien. Oui, voilà. Oui. Oui, non, mais tu peux effectivement. On va pas faire des apartés. Oui, parce qu'on va exploser le temps. Mais ça veut dire aussi concevoir de nouveaux immeubles qui soient avec des pièces traversantes. Et là, effectivement, on peut faire un courant d'air. Alors, puis tu as des questions aussi de bon sens. Moi, je dis souvent dans mes conférences sur la couleur des bâtiments. Les couleurs à la mode sont souvent des couleurs foncées. Quand vous allez en Grèce ou en Espagne, regardez les couleurs. Voilà, il y a des questions de bon sens déjà à mettre en place. Hein. Et le CSTB recommande pour les toits terrasses de les peindre en blanc maintenant, y compris en Normandie, qui est une façon de diminuer de 3 degrés la température moyenne des logements. Donc on est en train de réfléchir à ça, aussi avec le pôle bâtiment durable de la Normandie. On va interroger après ces quelques constatations, hélas, qui ne vont que se multiplier. Sur l'agriculture, Monsieur le Président, je te passe la parole. Un petit mot, comment vous avez vécu l'année et comment tu vois l'avenir, sachant qu'on a des projets complètement dingues qui risquent de sortir sous prétexte d'urgence climatique. Je pense à l'agrivoltaïsme, je pense au grand n'importe quoi de certaines unités de méthanisation qui ne respectent pas les règles. On mène avec la région et la Chambre d'agriculture un combat. Un combat ou au moins un gros effort pour faire des choses intelligentes et raisonnables. Alors déjà, comment on a vécu l'année moi, j'ai fait la plus mauvaise année de ma carrière en termes de récolte de céréales. Alors, j'y arrive. je pense qu'on a perdu entre 20 et 30% des volumes de céréales sur la France. C'est le cas en Normandie aussi. Et quand on est, je pense à la fête de la pomme, on a un peu de culture économique. Quand on perd 30% du chiffre d'affaires, je ne vous explique pas ce que ça fait sur le revenu dans une entreprise. L'autre élément... L'ancien maire de Caen dit que sur la plaine de Caen, ça a été les mêmes rendements. À peu près ça. Il y a quelques poches... Il y a quelques poches autour de Caen, c'est même pas toute la plaine de Caen, c'est autour de Caen. La moyenne normande est à un peu plus de 20% de perte de rendement sur les céréales. Allez, dans nos zones où on a du lin, si on arrive à le récolter, parce qu'on a quand même un petit sujet de météo pour récolter nos lins, les choses vont se tirer. Dans les zones du sud de la région, où on n'a pas ces cultures-là, on a des exploitations qui seront dans le rouge. Le deuxième phénomène qui est lié au changement climatique, c'est l'arrivée aussi de maladies qu'on ne connaît pas. Et on a une maladie qui est en train d'arriver par le nord, qui est la FCO3,
qui décime à peu près la moitié des troupeaux ovins. Mortalité. On a des maladies qui remontent par le sud, la maladie hémorragique endémique, qui là aussi a des effets sur les troupeaux colossales. Et donc on a des craintes aussi dans le monde de l'élevage sur ces sujets-là. Et j'allais dire, tant que c'est que des maladies animales et qu'on n'est pas dans des zoonoses qui pourraient toucher l'homme, voilà. Alors, face à ça, je pense que l'agriculture, elle vit des difficultés et en même temps, on lui demande de produire plus parce que on a vécu une parenthèse pendant 150 ans où on a puisé toute notre énergie dans les ressources fossiles, mais on nous dit maintenant il va falloir trouver d'autres façons de produire de l'énergie. Et là, l'agriculture, elle est une partie de la solution en produisant une partie de l'énergie. Alors, en Normandie, vous avez saisi l'opportunité il y a un certain temps, je regarde le président de région, mais on a des trains qui roulent au colza. À chaque fois qu'un train consomme 1 litre de colza pour rouler, on fait vivre de l'économie normande. On permet à des agriculteurs d'avoir une diversité dans leur assolement en faisant du colza. Et puis ce qu'on oublie, c'est qu'à chaque fois qu'un train consomme 1 litre de colza, on a aussi 1 kilo de protéines végétales qui sont made in Normandie, transformées en Normandie et qui permettent d'éviter d'importer 1 kilo de soja issu du Brésil, OGM, etc. et un peu responsable de réchauffement climatique par de la déforestation. Et donc on a su combiner, c'est David Marguerite qui disait ça tout à l'heure, on a su combiner développement économique, économie locale et amélioration environnementale. Alors on voit des nouveaux sujets arriver parce que toute cette volonté de produire de l'énergie, ça vient un peu bouleverser le monde agricole. Mais il faut se dire que ce n'est pas un sujet nouveau, hein. Il y a 150 ans, 1/3 de la production agricole était de la production d'énergie pour déplacer les chevaux, les vaches, les bœufs de traction, etc. et le chauffage, voilà. Et donc on a vécu la parenthèse pétrole, il faut retrouver une capacité à utiliser l'agriculture pour produire de l'énergie, mais il faut le faire en gardant des équilibres et toute la difficulté, elle est là, de ne pas venir tamponner les équilibres et de ne pas venir faire des mouvements colossaux qui nous feraient faire des bêtises. Sur la méta, oui. Pour essayer de donner des sujets concrets, on a une volonté sur la méta de se dire, ouais, c'est plutôt intelligent de se dire on va faire des gaz renouvelables, on va essayer de sortir un peu de notre dépendance du gaz russe, etc., en faisant de la méthanisation, mais un méthaniseur, c'est jamais qu'une très grosse vache. Et le risque, c'est que cette vache-là, elle prenne la place de nos vaches dans nos campagnes. Et donc, il faut trouver des projets où cette vache-là qui digère un peu mieux, elle va digérer les fumiers, elle va digérer ce que nos vaches n'ont pas utilisé. Et là, c'est des méthaniseurs intelligents qui peuvent amener un peu de complément de revenus à l'élevage qui souffre aussi beaucoup de problématiques de revenus. Mais il faut veiller aussi à ne pas faire des méthaniseurs de taille disproportionnée et de donner une manne financière qui fait qu'à un moment, l'agriculteur va se dire tout compte fait, cette vache-là, elle est un peu moins compliquée à entretenir que la vache qui va pâturer, parce que je n'ai pas besoin de la traire matin et soir ou je n'ai pas besoin de la rentrer dans le bâtiment et donc je vais abandonner les vaches, voilà, et avoir plus que le méthaniseur. Et c'est au travers des échanges qu'on a eus avec la région, avec vous, la charte, le fait que vous ne soutenez financièrement que des méthaniseurs dont on s'assure qu'ils seront des compléments pour les éleveurs qui viendront digérer ce que la vache n'a pas digéré et qui s'appuieront sur de l'élevage et non pas des méthaniseurs qui viendront prendre la place de l'élevage. Alors il y avait des règles qui existaient, tout le sujet c'était quand même de les contrôler et de faire en sorte qu'on vienne contrôler tout ça. Et puis après il y a un deuxième sujet qui est en train d'arriver, c'est le photovoltaïque. Oui. Alors là, quand même, on dit qu'il faut produire plus de biomasse demain, etc. Le sujet, c'est si on met du photovoltaïque au sol en lieu et place de la production agricole, on ne tiendra pas ça. Donc notre position sur laquelle on est tous d'accord, enfin tous, au moins la région et les chambres d'agriculture et le monde agricole, c'est pas de photovoltaïque au sol en lieu et place de la production agricole. Donc non à tous les projets au sol. Voilà. Et même quand la rentabilité est faible, on a besoin de ces productions agricoles. Alors parfois on nous dit oui mais à la place de l'herbe c'est pas une production. Si l'herbe c'est une production comme le reste, et si on veut avoir des vaches, si on veut avoir des pommes, il faut maintenir voilà. Ouais. Donc et pas de production de CO2. Et donc on s'est battu au niveau national pour que le projet de loi n'autorise pas du photovoltaïque au sol sur des terres qui ont été exploitées même pour faire des jachères pendant les 10 dernières années. Après il y a une deuxième technologie qui arrive, c'est la capacité à faire de la production de photovoltaïque avec de la production agricole, conjointement, en mettant des panneaux au-dessus, en diminuant un peu la lumière. Alors là, il faut quand même, pas jouer aux apprentis sorciers, parce que faire
de l'ombre pour les plantes en dessous. Quand on est en PACA, c'est assez sympa. Quand on est en Normandie, il faut quand même faire attention parce que quand on fait trop d'ombre, chez nous, assez vite, il n'y a plus grand-chose qui pousse et on perd du rendement. Oui, oui. Donc, pas jouer les apprentis sorciers, pas faire des projets à tour de bras et s'apercevoir qu'au final, ça ne produit plus dessous. 2, on a un sujet de partage de la valeur derrière ça. Il ne faut pas que ce soit des projets où il y ait 5 agriculteurs sur le territoire qui fassent des immenses projets, qui viennent chercher toute la manne financière et qu'on n'en fasse plus un outil de développement économique. Donc ce qu'on essaye de pousser, c'est des modèles où ça va venir encore une fois accompagner en particulier les vacheries en difficulté, de petite taille, et avec un partage de la valeur ajoutée, où l'agriculteur, il n'est pas juste l'alibi, avec quelques moutons qui se promènent sous les panneaux et qui sont juste un alibi, mais où il y a un vrai projet de production, et avec des projets de petite taille partagés par beaucoup d'agriculteurs. Deuxième point, il ne faut pas que ce soit partagé que par les agriculteurs, il faut que ce soit partagé aussi avec les collectivités, et on a intérêt à développer des projets où la collectivité pourra, les habitants à côté, racheter un peu d'énergie décarbonée, etc. Autoconsommation partagée. Autoconsommation, qui est un sujet pour aussi permettre à nos entreprises d'éviter les fluctuations du cours de l'énergie. Voilà. Et puis quand même, on va se redire les choses. Il ne faut pas se dire on va faire du photovoltaïque au-dessus de nos herbages ou autres parce que c'est plus simple avant d'avoir fait du photovoltaïque sur nos toitures. C'est tout bête, mais il faut commencer par ça. Et on sera vigilant aussi dans les projets que ce ne soient pas des investisseurs qui veuillent aller au plus simple, mais qui aient une forme d'intelligence. Et puis le dernier point, quand on est en Normandie et quand on est à la fête de la pomme, on a un petit sujet qu'on doit travailler ensemble, c'est l'intégration paysagère de ces projets. Oui. Sinon, la Normandie ne sera plus la Normandie. Et on est voilà, les premiers intéressés à nourrir nos populations. Il faut préserver aussi les paysages. On est bien d'accord. Merci. Alors, c'est faisable en toiture. Hein. Vous aviez les industriels de la logistique qui étaient extrêmement réticents pour en mettre sur leur toiture. Ça y est, ils viennent de se décider. La plus grosse centrale photovoltaïque en toiture de logistique, vous pouvez la voir, elle est maintenant juste après le pont de Normandie. Quand on passe le barreau, l'entrepôt de Télamont vient de faire une centrale qui va alimenter 1800 logements. Donc c'est faisable. Mais pendant longtemps, ils ont dit oh, bah, c'est trop compliqué en toiture, c'est pas adapté, j'ai le SDIS. C'est moins rentable, ça c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. C'est moins rentable parce que, bien évidemment, en toiture, il y a une installation et un renforcement à faire. On va passer alors, pas au bouquet, qui est la spécialité de Jean-François, mais quand même à son bord de mer, parce qu'il lui est arrivé, on va dire, une tuile phénoménale. Tout d'un coup, tu t'es aperçu que ton camping partait à l'eau, et ton camping, c'est une grosse partie de ton budget municipal, et là, tu t'es dit, je ne sais pas ce qui nous arrive, mais ça ne va pas être très bon. Et là, tu as commencé à remuer ciel et terre, et je dois dire que tu as énormément travaillé sur le sujet, donc je vais te laisser la parole. Je sais que tu n'en as pas dormi certaines nuits, mais maintenant, tu as réussi. Alors bravo, raconte-nous comment tu as adapté ton territoire au changement climatique. Oui, bonjour à toutes et à tous déjà, et content d'être avec vous ce matin. Simplement, vous dire que je suis élu local depuis plus de 30 ans, et que dans ma jeunesse, comme j'étais un jeune maire, je voulais résister moi à la nature. Je pensais que j'allais maîtriser la nature. Donc mes premières 10 années, j'ai dit on va résister, on va créer de l'enrochement, faire des épis, recharger en galets, je vais maîtriser la nature. J'ai vu que ça fonctionnait bien les 10 premières années, c'est vrai. Et puis après j'ai subi les inondations et des submersions marines. C'était la deuxième décennie ça. Et là je me suis dit, mon petit père, ça commence à chauffer. Et donc j'ai vu cela arriver. Et puis la dernière décennie, j'ai dit, il faut que j'anticipe parce qu'un jour on va être dépassé par les événements. Et donc je voulais saluer 2 initiatives qui ont été prises, et en particulier la dernière qui a été prise par la région, c'est la création du GIEC normand. Et je voulais saluer Benoît, parce que c'est important. Moi qui avais besoin de cheminer, parce que quand vous avez des idées, vous essayez de les conserver. Quand on en fait de la politique, on a des idées bien précises et on essaye de les garder toute notre vie, sauf certains qui déraillent pour des raisons autres, mais ça c'est autre chose. Simplement, vous dire que moi j'ai voulu suivre ma ligne de conduite et je me suis dit, ce GIEC normand et puis Stéphane Costa qui me parle du recul du trait de côte, l'élévation du niveau de la mer, que tous les gens nous disent que c'est important, il faut le prendre en compte.
Mais pour cela, il fallait que j'ai des gens qui m'ont sensibilisé, c'est le cas de le dire, et qui m'ont fait cheminer. Et après, il a fallu que je fasse cheminer aussi mes élus locaux. Parce que quand vous avez 3 mandats qui viennent de s'écouler pour un projet que je mène depuis 12 ans, vous avez des changements à chaque fois, vous avez des adjoints, vous avez des réticents, et donc à chaque fois, il faut avoir le courage politique, excusez-moi, mais on l'a eu avec mon équipe municipale. Et puis après, quand vous avez le courage politique, il faut trouver le terrain pour changer les... Nous, c'est relocalisation d'un camping qui était en bordure de mer. Et là, je m'excuse, mais au monde agricole, il me dit, tu veux du terrain, il n'y a pas de souci, mais combien tu paies? Ça, on est en pays cauchois, donc on sait ce que c'est. Mais comme je suis né en pays cauchois, je les connais. On dit toujours, quelqu'un a parlé tout à l'heure des diseux et des faiseux. Ben, nous, on a été des diseux, on est des faiseux maintenant. Hein. Donc, vous dire simplement qu'il y a eu un autre outil important. C'est l'EPFN, qui est un outil aussi de la région, abondé par la région, qui m'a permis de faire du portage de terrain des acquisitions avec le monde agricole, en accord avec le monde agricole. Et quand on a eu cela, il a fallu modifier le PLU. Alors là, il a fallu s'amuser aussi, c'est un parcours aussi. Hein. Mais là, je dois dire, et il y a des représentants de l'État qui sont dans cette salle, leur dire merci parce que tout le monde a adhéré au projet. Et Hubert le connaît bien, le projet. On a été à des comités de pilotage, on était cinquantaine autour de la table et on s'est réunis multiples fois. Bon, enfin, on va pas refaire le débat. Non, mais il y a eu une très forte mobilisation. Et donc, le PLU, en 4 ans et demi, on a sorti un PLU pour accepter que l'endroit qu'on venait d'acheter soit un outil touristique. Et alors après, il a fallu trouver les fonds. Ah, le nerf de la guerre, l'argent. Vous en avez parlé des sommes tout à l'heure qui m'ont un peu... Moi, je suis maire d'une petite commune de 550 habitants, 2000 l'été, donc quand on parle de 400 millions, c'est un projet quand même, le nôtre, qui est de 25 millions au total, tout réuni. Mais la relocalisation du camping, c'était 9 millions. Et là, quand on questionnait les uns les autres, on a fait une étude de faisabilité, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on trouve des moyens supplémentaires. Et là, certains vous disent que l'Europe, ça ne sert à rien. Moi, je vous dis que ça sert à quelque chose. Parce que l'Europe nous a apporté... grâce à des études qu'on avait fait aussi avec nos amis anglais, hein, parce qu'on a travaillé sur un projet qui s'appelle LICO, PACO, donc au titre d'Interreg, on a pu obtenir des fonds non négligeables. Et donc, après, je suis allé voir, bien sûr, le président du conseil départemental et puis Hervé, qui m'a dit on te suit. Et je voulais le remercier aujourd'hui, parce que si la région n'avait pas mis la cerise sur le gâteau, on n'en serait pas là aujourd'hui. Non, mais le bouquet, on va essayer de le pêcher, mais il y a aussi un autre phénomène que je ne vais pas expliquer là, c'est qu'on a une montée du niveau de la mer, mais on a aussi un niveau du sable. Et comme vous avez des bons rochers où vous mettiez vos raquettes, s'il y a que du sable, vous ne pouvez plus trouver de bouquet. Mais ça, je vous expliquerai comment on le pêche maintenant, parce que ça a aussi évolué. Ça a évolué, mais je l'expliquerai à Hervé quand il reviendra une autre fois, parce qu'il l'a fait une fois avec moi, il a vu ce que c'était, la difficulté de pêcher 500 grammes de bouquet. Hervé, tu t'en souviens ? Non. C'est pour la soirée que tu veux pas revenir ou c'est pour le pêche de bouquet? Bon, le pêche de bouquet, excuse-moi. Donc, rappelez deux ou trois éléments. Oui, élément primordial, avoir vraiment une cohérence locale avec une équipe municipale soudée. Oui. Alors, vous me direz, il faut un rassembleur, je l'ai joué un peu à ma manière, mais il faut une équipe soudée. Premier point. Deuxième, trouver des fonds. Et là, je m'adresse à l'État, puisqu'il y a des gens de l'État. Il faut... Non, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave, il y en a peut-être un quand même quand on dépend, dans la bande. Simplement, redire, et je l'ai dit au ministre Béchu, il faut qu'on invente des prêts à taux zéro pour accompagner les petites structures. Quand vous me parlez d'un budget de 9 millions sur notre projet de relocalisation du camping, j'ai un budget de 550 000. Quand vous allez voir les banquiers, ils vous disent comment on fait. Ils ne savent pas faire. Et là, la caisse de dépôt, s'il y a quelqu'un, tant mieux, il va entendre, n'était pas à la hauteur de me dire on va vous faire un prêt relais. C'est pas normal. Donc il faut inventer un prêt à taux zéro, comme on a fait pour renouveler le logement à l'accession à la propriété, et aider temporairement avec un court terme, à 0%, on peut inventer ça quand même, pour les projets vertueux et les projets qui redonnent de la place à la biodiversité. Pour conclure, nous avons pris 6 hectares au monde agricole et je veux dire qu'aujourd'hui on va redonner 60 hectares à la biodiversité. Voilà. Donc voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Juste sur effectivement, l'adaptation au changement climatique va nécessiter des fonds. Et le combat qu'on mène avec les élus du littoral, tu le sais, c'est qu'une partie de la taxe sur l'éolien offshore serve à l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Donc on est en train de
de travailler le ministère là-dessus. Est-ce que je peux juste reprendre la parole pour dire que le recul du trait de côte va nécessiter que l'État invente aussi pour indemniser les gens qu'on va exproprier. On a un vrai problème. C'est bien dans de les ça que 20 je te ans parle. qui viennent sur le littoral, en ce qui me concerne, il y a 20 habitations dont je devrais prendre des arrêtés de péril et leur dire il faut vous en aller. Donc, que fait-on? Alors, soit on n'indemnise pas parce qu'on a fait des portées à connaissance, et comme on a fait des portées à connaissance, on va dire vous avez acheté, vous aviez connaissance du risque, ou on va trouver un moyen d'indemniser. C'est un vrai problème. Voilà. C'est un sujet, il n'est pas clos. Bon, merci à tous et encore merci à toi, monsieur l'expert international. Merci à vous quatre.